J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on lève le voile sur une affaire dont on a enfin reconstitué le puzzle. L'histoire complète, sans filtre, de la fameuse fête autour de Zul Islam. Il nous a fallu du temps, croyez-moi. On a creusé, recoupé, fouillé. Hier, ça fusait de partout. Les réseaux sociaux bouillonnaient de rumeurs. Certains annonçaient déjà l'arrestation de Julama et son passage devant le tristement célèbre tribunal criminel de Dal-Baïda, ce même tribunal dont la réputation glaciale fait trembler même les plus aguerris. Ce n'est pas un détail, c'est cette même instance qui m'a condamné à mort en octobre 2022. Voilà le décor. On ne parle pas ici d'un simple bâtiment de justice, mais d'une véritable machine à broyer, soigneusement maniée par le régime de Tebboune pour écraser ceux qui osent critiquer, ceux qui dérangent. C'est un théâtre sombre, où la mise en scène est orchestrée avec une précision diabolique, et où chaque verdict sert une stratégie: réduire au silence les voix dissonantes. Julama, à son tour, semble avoir été happé par ce rouleau compresseur judiciaire. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Julama a été incarcéré. Est-ce qu'il a été incarcéré hier? Nous n'avons aucune confirmation. Selon nos investigations, il se retrouvait, il a été incarcéré, il a été jeté en prison, il y a de cela bien plusieurs jours. Julama n'était pas à la brigade de recherche de Babide. Il a été arrêté par des agents civils, des renseignements généraux qui relèvent de la Direction générale de la Sûreté nationale. C'est la police algérienne qui avait été instruite par la présidence algérienne de monter un dossier contre Julius Lama. Julius Lama a fait l'objet de plusieurs enquêtes sécuritaires qui ont été dirigées par plusieurs services de sécurité. Sauf qu'après plusieurs jours de garde à vue, Julius Lama a été remis à la police algérienne. Il a été récupéré par la police. Dans quelles circonstances? On l'ignore encore. On l'ignore encore. Il a fait l'objet, je le répète, de plusieurs enquêtes sécuritaires. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs rapports sécuritaires et plusieurs services de sécurité ont été mobilisés pour enquêter sur lui, parce qu'il a été soupçonné, dès le départ, d'intelligence avec l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il a critiqué le projet de Rajbet et, pour Abdelmadjid Tebboune, quand on critique un projet que lui présente comme sacro-saint, comme un projet pilier de la stabilité et de l'avenir du pays, du point de vue d'Abdelmadjid Tebboune, quand on est un détracteur de Abdelmadjid Tebboune, on est un traître rabadji, pour reprendre la terminologie de Abdelmadjid Tebboune. Ou bien, on est un agent d'une puissance étrangère. Ou bien, on est un agent infiltré. Le leader d'une cellule dormante au service d'une puissance hostile à l'Algérie. Abdelmadjid Tebboune ne comprend pas. Il ne conçoit pas la contradiction. Il est allergique à la contradiction. Il ne comprend pas comment dirais-je, il ne comprend pas comment on peut s'opposer à lui et pourquoi on peut s'opposer à lui. Il ne comprend pas comment on peut le contredire. Pour Tebboune, il est élu. C'est un élu. C'est un messie. La vérité est de son côté. Dieu lui a donné la mission de mener le projet de Rajbet, de diriger l'Algérie jusqu'au bout. Les personnes qui s'opposent à lui, qui le critiquent, qui le contredisent, sont forcément des ennemis, téléguidés par des puissances étrangères. La présidence algérienne, le directeur du cabinet du président de la République,
du palais présidentiel d'El Mouradia, le directeur de cabinet, c'est lui qui a pris attache avec la Direction générale de la Sûreté nationale, la police nationale, et qui leur a demandé de fabriquer un dossier, de mener une enquête jusqu'au bout et de rédiger ou de préparer une enquête accablante à 100% contre Islama pour permettre son emprisonnement. Et c'est bon, il a dit ceci, d'après nos investigations. Il a parlé avec la Direction générale de la Direction générale de la Sûreté nationale en disant ceci. Jetez-le en prison, c'est le chef qui vous le demande. Jetez-le en prison, c'est le chef qui vous le demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la police algérienne a été instruite officiellement de préparer un dossier à charge. Un dossier qui viole la présomption d'innocence. Et un dossier qui permet de préparer le terrain à l'emprisonnement de Djamès, de le placer sous mandat de dépôt sans souffrir d'aucun défaut. Djellama était donc l'essentiel de sa garde à vue a été passé au niveau de ce que l'on appelle la caserne de Saoula, ou le centre de lutte contre le crime organisé de Saoula, qui est en réalité l'organe central de lutte contre le crime organisé de Saoula. C'est un organe c'est une institution dont nous avons déjà parlé à plusieurs reprises sur Algérie Part. Cela a été inauguré en octobre 2021 à l'époque du sinistre et terrible patron de la police algérienne, Finn Benchir. L'organe central de lutte contre le crime organisé, Acha en Algérie. Marouf, il est connu, il a concurrencé ces dernières années Kazan Anar. Il y avait même une lutte de clans contre la Direction générale de la Sûreté nationale à l'époque de Faris Benik. Et la Direction générale de la sécurité intérieure, les services de renseignement, puissants services de renseignement intérieur, contre, à l'époque, de Nazar. Eh bien, l'appellation exacte, c'est le service central de lutte contre le crime organisé. C'est le service central de lutte contre le crime organisé qui a été inauguré en octobre 2021. Ce n'est pas l'organe central, c'est le service central. L'organe central, ils se sont en réalité faits, il a imposé, il a réussi à convaincre Abdoun de doter la police algérienne de ce service, de cet organisme. Il s'est inspiré de la police française, puisqu'en France, ils ont l'équivalent, en France, qui est l'organe central. En France, cela s'appelle l'organe central. Peu importe. Voilà. En France, c'est l'Office central de lutte contre le crime organisé. Et en Algérie, Bir, il a copié le modèle français, il a doté la police nationale, la police algérienne, avec la bénédiction de Tebboune, en persuadant Tebboune qu'une police puissante, entièrement mise à son service, au service de son clan, et qui lui sera entièrement loyal et fidèle, lui permettra d'asseoir totalement sa domination sur le pays. Et pour convaincre Tebboune de permettre la création d'un nouvel organisme qui serait le concurrent de Antar, parce que le service central de lutte contre le crime organisé, ils ont pratiquement les mêmes missions que la caserne Antar, sauf le contre-espionnage, tout ce qui est crime organisé. Et en Algérie, la criminalité organisée concerne même des réseaux de criminalité transfrontalière, les grandes affaires de corruption, les transferts et les circuits de devises. La contrebande. C'est pratiquement
c'est une copie, sauf quelques missions du renseignement. La lutte contre le démantèlement des réseaux d'espionnage, etc. Et le contre-espionnage. Cela reste dans les prérogatives de Antar. Et encore là, à l'époque, Zinedine Bir voulait même élargir les prérogatives, avec le temps, du service central de lutte contre le crime organisé, pour à la fin aspirer et réaliser son rêve. Faire, à l'époque, il militait auprès de Tebboune pour que la Direction générale de la Sûreté nationale et la Direction générale de la sécurité fusionnent. Et pour cela, donc, pour donner naissance à un super service de renseignement, comme la Police nationale en France, ou la Direction générale de la sécurité intérieure et la Direction générale de la sécurité, la police française, sont placés sous la coupe du ministère de l'Intérieur. Ils ne sont pas... Ils ont... Il y a même certains services et certaines directions des services secrets français, du renseignement intérieur, de la police française, qui partagent pratiquement les mêmes locaux, où ils mènent les mêmes missions. Bon, ça, c'est un autre débat. On en a déjà parlé. Vous pouvez revoir les émissions d'Algérie Part là-dessus. Donc c'est Saoula, c'est le service central de lutte contre le crime organisé qui, à la fin de la garde à vue de Julama, a repris le dossier et a enquêté sur le dossier. Et a enquêté. Donc il n'y a pas eu d'enquête parce que Jamal, il est vierge. Il est vierge. Il n'a qu'un seul élément qui le lie à un pays étranger. Ce sont des origines marocaines lointaines. Sa famille a des origines marocaines, comme des millions de familles algériennes ont des origines ou ont eu, par le passé et dans le présent, des liens de parenté avec le Maroc. Étant donné la proximité historique et géographique et l'histoire millénaire que partagent l'Algérie et le Maroc, il est tout à fait normal d'avoir des familles composées de part et d'autre, des familles algéro-marocaines, ou des familles maroco-algériennes, ou des familles algériennes d'origine marocaine, ou des familles marocaines d'origine algérienne. Vous partez au Maroc de Oujda jusqu'à Tétouan, jusqu'à Tanger. Il y a des millions de personnes au Maroc qui ont des origines algériennes. Un grand-père algérien, une grand-mère algérienne, une tante, un oncle, etc. Et en Algérie, la même chose, jusqu'à la frontière avec le Maroc, vous avez des millions d'Algériens et d'Algériennes qui ont eu des origines, qui ont dans leur famille un brassage ou un métissage avec le Maroc. Donc c'est le seul élément, je dis bien, et je défie d'ailleurs, pourquoi les autorités algériennes n'ont-elles pas communiqué sur l'emprisonnement de Jamal ? C'est parce qu'ils n'ont pas de preuves contre lui. S'il était vraiment un agent, un traître, vous imaginez bien que Tebboune, la presse propagandiste de Tebboune, n'aurait pas été instruite par la présidence algérienne pour faire une longue, terrible et puissante campagne de dénigrement ? Si vous aviez trouvé des éléments, des échanges, des preuves matérielles ou immatérielles, ou juste des indices, s'ils avaient juste des indices, c'est-à-dire si Islama avait voyagé au Maroc, s'il avait tenu certains propos, s'il avait eu des échanges avec des confrères marocains, ou s'il avait eu des rencontres avec des officiels marocains, ou encore s'il avait entretenu des échanges directs ou indirects avec des lobbies marocains. Pensez-vous vraiment que la presse pourrie se serait privée du plaisir de l'accabler, de l'insulter, de le dénigrer, de le calomnier, comme elle l'a fait avec Sensal, comme on l'a fait avec plusieurs opposants et détracteurs du régime?
Ils auraient orchestré une campagne médiatique puissante sur l'ensemble des télévisions algériennes. Ils auraient mobilisé Chouhour Bilad, L24 News. Ils auraient déployé tout l'appareil propagandiste pour transformer Jamal en traître national. Le transformer en... lui attribuer le rôle du grand traître national qui voulait saboter le méga-projet béni par Dieu de Tebboune. Ils n'ont rien contre lui. Ils n'ont absolument rien trouvé. C'est pour cela que c'est la police nationale qui a accepté de boucler le dossier. Pourquoi ? Parce qu'elle est placée directement sous les ordres de la présidence de la République. Et c'est pour le cabinet d'Abdoun, il est beaucoup plus facile pour eux de travailler avec la Direction générale de la Sûreté nationale que de traiter avec d'autres services de sécurité. Comme la Direction générale de la Sûreté nationale est directement liée à la présidence à travers le ministère de l'Intérieur. Et comme il y a des liens directs depuis l'époque de Fendinbir entre la Direction générale de la sécurité, la Direction générale de la Sûreté nationale et le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula. Et comme Ali Badawi dépend davantage et directement d'Abdoun, contrairement aux autres chefs de service de sécurité qui eux aussi relèvent de l'institution militaire, donc pour le cabinet d'Abdoun, le plus facile, le plus rapide, ce qui est idéal, ce qui est réaliste et réalisable pour eux très rapidement, c'est d'instrumentaliser la Direction générale de la Sûreté nationale dans l'affaire de Jamal. Ils l'ont emmené à Saoula, ils l'ont placé en garde à vue à Saoula. Ils ont enquêté avec lui. Ils n'ont pas fait d'enquête parce qu'il n'y a rien sur lui. Ils ont juste trafiqué. Ils ont juste falsifié une enquête. Ils ont créé un dossier de toutes pièces pour l'inculper d'intelligence avec une puissance étrangère. Sur quelle base ? Parce qu'il passe dans les chaînes marocaines. C'est tout ce qui le lie au Maroc. Il n'a aucune relation avec le Maroc. Et encore une fois, je défie les services de sécurité. Je défie la Direction générale de la Sûreté nationale. Je défie la présidence algérienne. Je défie le gouvernement algérien de me démentir, de nous donner une seule preuve. Non. Vous me donnez une seule preuve que l'islam est un pro-marocain ou est un agent marocain, je suis le premier qui va le détruire, qui va le démolir. Il n'y a pas de preuves. S'ils avaient des preuves, ils les auraient utilisées. Regardez, ils ont contre le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, contre Rached, contre Algériport, contre pas mal d'opposants étrangers ou d'opposants algériens. Ils étaient à l'étranger. Ils ont utilisé des messages Facebook, des discussions débiles. S'ils avaient une seule preuve, mais une preuve, tout ce qui est un seul échange ou une seule discussion ou un seul indice qui aurait pu salir la réputation de l'islam et le discréditer, il l'aurait utilisé. Il est clean, ce mec. Il est clean. Il est clean. C'est un économiste. Il dirige un cabinet de conseil à Alger. Il connaît les entreprises algériennes.
Il ne travaille qu'avec des entreprises algériennes. Il a quelques contacts aussi avec des entreprises étrangères, mais rien à voir avec le Maroc. Il est connu des autorités algériennes, il est connu des services de sécurité, il a travaillé comme expert sur pas mal de projets, y compris dans les chemins de fer. Il l'a dit lui-même sur le plateau de Hayat Télévision, il fait des apparitions publiques à plusieurs reprises et de façon récurrente et régulière depuis 2021, 2020 jusqu'à 2025. Il est ultra connu par les services de sécurité et par les milieux économiques et les milieux des affaires en Algérie. C'est un pur produit de l'économie algérienne, du monde de l'entrepreneuriat algérien et de l'entreprise algérienne. Un économiste, un ingénieur en sciences financières, en techniques financières, qui connaît parfaitement le contexte algérien. Il est clean. Et je vous défie encore une fois. Je sais qu'ils vont beaucoup m'écouter à la présidence, à la direction générale de la Sûreté nationale et partout, jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donnez-nous une preuve. Attendez, un indice. Si l'Algérie avait arrêté un traître marocain ou un agent pro-marocain pour saboter Tebboune, il l'aurait exposé publiquement. Pour moins que ça, ils ont fait des clips de propagande. Nous, Algérie, en 2023, ils ont arrêté un autre collaborateur qui était juste en contact avec des lanceurs d'alerte pour dénoncer la corruption en Algérie. Ils l'ont transformé en un agent subversif, membre d'un réseau téléguidé depuis l'étranger pour saboter l'économie nationale. S'ils avaient trouvé des éléments, encore une fois, vérifiables et plausibles contre Jamal, ils les auraient utilisés, ils les auraient médiatisés. Qu'est-ce qui s'est passé? La direction générale de la Sûreté nationale, donc, elle était sous pression. Bon, Ali Badawi n'est pas complice de Zahedine Benchik, on l'a dit plusieurs fois. Mais Ali Badawi reste un responsable de la police algérienne au service du régime Tebboune. Ce n'est pas un... Mais disons que dans cette affaire, ce n'est pas non plus un leader vertueux, patriote, qui aurait pu démissionner, qui aurait pu leur dire « Moi, je ne gère pas ce dossier ». Et d'ailleurs, ils sont même pas passés par lui. Juste, il a été informé. C'est le service central de lutte contre le crime organisé. Il est connecté directement à la présidence. Il charge des conseillers qui parlent directement au nom de la présidence. La Direction générale de la Sûreté nationale, elle est court-circuitée. Elle est juste informée de ce que la présidence veut. Elle n'a pas son mot à dire. Ça se passe comme ça en Algérie. En Algérie, dans l'Algérie de ce conseiller, un simple conseiller qui fut par le passé un petit journaliste inscrit au Front de libération nationale, ou qui était un petit homme d'affaires, ou qui était en tout cas un personnage lambda, qui n'a ni un parcours exceptionnel, ni des compétences exceptionnelles, il est habilité par la présidence. Il prend un chauffeur de la présidence, un véhicule officiel de la présidence. Il part à la caserne, il roule, il leur dit « Écoutez, voilà le courrier, voilà l'instruction. » Il vous passe au téléphone Boualem et Boualem leur dit « Jetez-le en prison, c'est le chef qui le veut. » S'exécute. Ils ne sont même pas obligés de passer par là. Ça se passe comme ça en Algérie. Et ce sont les organismes de l'État qui sont gérés de la sorte, de façon
par des pouvoirs informels. Tout est informel. Oui, la présidence n'est pas un pouvoir informel, mais un conseiller à la présidence ou un chef de cabinet du président n'est pas censé donner des instructions directes à la Direction générale de la Sûreté nationale. Celui qui doit donner des instructions, c'est le ministre de l'Intérieur et le président en personne. Pas son chef de cabinet, le conseiller du chef de cabinet, le collaborateur, le deuxième, le troisième collaborateur ou le secrétaire du chef de cabinet. Ça, à l'époque de Bouteflika, ça ne se passait pas comme ça. À l'époque de Bouteflika, c'était le ministre de l'Intérieur, le premier ministre, ou Saïd Bouteflika, le frère du président, qui parlait au nom du président. Mais c'était son frère. La banane Boualem n'est pas le frère de Tebboune, c'est juste son chef de cabinet. Et ça, voilà comment ça se passe, comment les institutions sont clochardisées. Elles sont soumises à l'arbitraire et à des agendas purement égocentriques, individualistes et pour des intérêts personnels, pour des règlements de compte et pour assouvir des désirs de vengeance. Tebboune voulait se venger contre Hama. Lui a offert Hama sur un plateau en argent ou un plateau en or. Tout a dit, voilà, bon, tu veux la tête de ce monsieur? Et bon, c'est chargé de la mission de décapiter et d'offrir la tête de ce monsieur. Quand est-ce qu'ils l'ont mis en prison? On ne sait pas. Peut-être. Moi, je ne pense pas que c'était hier. Je pense qu'il a été incarcéré il y a de cela plusieurs jours. Il est passé par le tribunal de Dalba Baïda parce que c'est un tribunal criminel. Les affaires d'intelligence avec une puissance étrangère, les crimes subversifs, les crimes terroristes, c'est le tribunal criminel de Dalba Baïda qui est l'instance judiciaire chargée de, habilitée à, se prononcer ou à juger ou à enquêter sur ces dossiers-là. Ils l'ont passé, ce mandat de dépôt, dans une totale discrétion, parce qu'ils n'ont rien contre lui, parce que son incarcération est juste l'exécution d'un ordre qui a été communiqué à l'appareil sécuritaire, à l'appareil judiciaire, par le cabinet de Abdelaziz Tebboune. Un ordre verbal et un ordre verbal personnel. C'est une affaire personnelle. Les institutions de l'État ont été prises en otage par des intérêts personnels. Parce que l'affaire, c'est la vengeance personnelle de la présidence contre un économiste qui a été gâché la fête, qui à leurs yeux, aux yeux de la présidence, a voulu saboter l'inauguration de Re, à travers sa lecture critique des tenants et des aboutissants du projet de Rajbieh. C'est l'affaire la plus inédite et la plus scandaleuse pour moi depuis l'indépendance de l'Algérie. Emprisonner un économiste juste pour une séquence, pour une émission, pour une lecture critique lors d'une participation à un plateau de télévision, que le chef de l'État et son directeur de cabinet et son plus puissant collaborateur entrent en colère noire et veuillent eux-mêmes, c'est-à-dire s'engagent personnellement dans un conflit contre un simple économiste pour l'écraser, pour l'écrabouiller, pour le faire taire pour toujours. C'est inédit. D'habitude, dans le régime algérien, dans ses précédentes périodes historiques, les présidents ou les chefs, les responsables les plus puissants, agissent contre d'autres adversaires puissants, dans des cas de guerre de clans, dans le cas de règlement de comptes au plus haut niveau entre puissants. Là, un économiste, c'est une fourmi par rapport à l'éléphant qui est Abdid et au sanglier qui est Boualem. Donc on a mobilisé l'éléphant et le sanglier qui ont voulu,
qui ont écrasé une fourmi qui ne pouvait pas les déranger. En aucun cas, l'amas n'aurait pu compromettre l'inauguration du chemin de fer de Rajbet. En aucun cas, il n'aurait pu discréditer ce projet. En aucun cas, il n'aurait pu, lui à lui seul, manipuler l'opinion publique et la retourner contre Abdidoun et son régime concernant le projet de Rajbet. C'est tout simplement une folie personnelle. C'est une vengeance. C'est une folle vengeance purement personnelle.